On est des putains de machines et notre but, c'est de prendre l'énergie pour rester en vie, tu vois, et la redonner avant de mourir, et la redonner et de nous répliquer et de nous reproduire. Donc, on prend l'énergie pour rester en vie, hein, et après on la redonne. Et toutes nos actions, toutes nos cultures, toutes nos émotions, tout notre monde culturel est fait pour faciliter cette prédation énergétique, cette récupération énergétique et ce transfert d'informations et d'énergie à ceux qui vivront après nous, c'est-à-dire nos enfants. Donc on va transmettre de l'information génétique, tu vois, et de l'information culturelle et de l'énergie pour que cet organisme humain et les sociétés humaines aussi puissent continuer à survivre et à transmettre les gènes qui nous codent, si tu veux. Donc tout ça est fait pour transmettre un petit amas de bases, tu vois, d'ensemble moléculaire qui se répliquent et toutes les extensions qui vont former les cellules et ensuite les petits organismes et les gros organismes comme nous, avec nos bras et nos jambes, sont faites en vérité pour transmettre ces paquets de petits codes qui permettent à la vie de perdurer. Mais il n'y a pas de dessin intelligent là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu profondément, hein. Tu sais, je suis comme dans le Coran, c'est Dieu est, hein, c'est tout. C'est Dieu est. Il n'y a pas de question à se poser. Le monde est, tu vois. Mais la vie est une espèce d'automatisme qui mène à la conscience. Mais la conscience est un automatisme aussi. C'est-à-dire que le fait de prendre conscience qu'on est des automates, tu vois, est un automatisme généré par cet ADN, généré par le monde en vérité, puisque le monde est fait pour générer la vie et la conscience. C'est-à-dire que la matière, l'énergie génère la matière, la matière à un certain moment générer dans la soupe, on va dire, dans l'océan, dans l'eau, des amas de carbone avec des structures carbonées avec autour un ensemble de base dans cette chose, ça va former des espèces de molécules qui à un certain moment récupèrent dans le milieu des particules chimiques, dans le milieu riche, près de sources thermales ou dans des océans primitifs avec beaucoup de minéraux en tout genre. Donc elles vont récupérer dans ces milieux des molécules pour pouvoir créer ces espèces de tortillons de molécules qui se scindent dans leur milieu et qui permettent, en récupérant des bases, de se répliquer. Tu vois, alors elles sont très très fragiles au début, puisque c'est des structures instables quand même, et c'est les structures les plus stables qui se reproduisent le plus en prenant des matériels du milieu, mais il n'y a pas de pensée réelle, hein. Donc celles qui sont autour du carbone, parce qu'évidemment le silicium, la vie du silicium, ça pourrait pas trop se faire parce que c'est trop rigide. Tu vois, ça n'a pas tellement et puis ça se fait à une certaine température. S'il fait trop froid, ça va se répliquer, l'agitation moléculaire, ça va se répliquer trop lentement pour laisser se développer la vie. Si c'est trop chaud, tout va être grillé. Donc à un certain moment, t'as ces structures qui sont là. Elles vont s'entourer de lipides, d'un espèce de bulle lipidique qui laisse passer des molécules, qui les protège du rayonnement cosmique, tu vois, et qui leur permet de coloniser plein de milieux. Mais c'est pas volontaire. C'est juste celles qui accrochent, des molécules qui accrochent du lipide autour, tu vois, qui vont former une espèce de sac de protection, tu vois, et on se retrouve comme ça avec la vie. Et puis quand elles se retrouvent dans des sources hydrothermales, alors je le fais, c'est la vie pour les nuls, hein. Moi c'est pas ma spécialité du tout, hein, mais je l'explique pour des bourrins comme je suis. Quand la structure qui se réplique le mieux et qui est la plus stable et qui est capable de récupérer le maximum d'éléments chimiques dans le milieu, va mieux survivre que celles qui sont moins, que les molécules, que les structures en hélice, qui sont moins capables de récupérer des molécules chimiques dans le milieu, tu vois. Et on arrive dans la compétition pour l'énergie et la vie, tu vois. C'est-à-dire que celle qui récupère le plus d'éléments dans le milieu chimique, c'est celle qui va se retrouver en plus grand nombre partout, tu vois.
Donc c'est elle qui aura Oui, mais c'est ce qu'on appelle la c'est la sélection naissance de naturelle la vie. un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas de volonté de vie, tu vois. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas un dessein intelligent. Il y a le monde générant la vie et la conscience, tu vois. Mhm. Donc, par exemple, C'est comment tu automatique. expliques? Alors aujourd'hui, non, mais parce que là, on est sur quelque chose de très très primaire, sur l'origine de la vie, la sélection naturelle, le darwinisme, tout ce qu'on veut. Ouais, la Donc on sélection comprend naturelle, bien que elle commence quand tu as des molécules qui récupèrent plus que les autres un je ensemble de comprends. molécules, tu vois, le complexe organique, qui récupèrent plus que les autres dans le milieu, parce que leurs attaches moléculaires sont comme ça, récupèrent plus d'éléments chimiques que les autres. Donc, il n'y a pas Donc encore ça de plan reste. d'énergie. Donc, ça commence à être la sélection naturelle. La sélection Hmm. naturelle sur l'énergie. Prendre l'énergie, prendre le maximum d'éléments au milieu pour survivre. Mais alors ça c'est le socle, la base. Mais si maintenant on fait un saut en avant à notre période d'aujourd'hui, donc des millions d'années ou des milliards d'années plus tard, Hmm. on a des êtres humains qui aujourd'hui, par exemple, décident de faire de la peinture, de faire de la musique, de faire ceci, de faire cela, qui n'ont absolument, visuellement, absolument aucun rapport avec la construction de la vie ou de la survie ou de la reproduction. Comment on explique qu'un être humain adore passer du temps à peindre ou défendre un intérêt idéologique ou quoi que ce soit? Pour toi, tout ça prend source. Parce que ça a une fonction sociale unificatrice qui empêche la destruction du groupe, tu vois. Donc, la mort des individus qui constituent. Un homme est un animal social, c'est l'animal social par excellence. Donc, il a des moments, il vit sur le partage des tâches. Il y en a qui taillent les pierres, d'autres qui font la couture, d'autres qui accouchent et qui éduquent les enfants dans un premier temps et les allaitent, et puis les autres qui vont chasser et ramener de l'énergie. Alors ça dépend des endroits. Les femmes ne chassent pas les gros gibiers et elles font pas vraiment de chasse parce qu'elles étaient occupées à s'occuper de faire naître des petits, de les porter, de les allaiter. Donc elles peuvent faire un peu de cueillette, récupérer, tuer des petits animaux, mais elles font pas de la chasse, c'est une question de temps, de temps et d'énergie. Elles peuvent pas mettre leur énergie partout, puis c'est fragile, un enfant et une femme, c'est aussi un peu plus fragile, c'est moins musculaire, pas parce qu'on les a privées de manger, mais parce qu'elles ont intérêt à être économiques pour pouvoir utiliser leurs réserves graisseuses, pas dans le déplacement avec des gros muscles et la protection, mais dans le nourrissage des enfants, puisqu'elles nourrissent. Après, on se développe, et après, naît là-dessus ce qu'on appelle de l'art. On dit oui, l'art n'a pas qu'une fonction, c'est beau. Oui, non, mais c'est pas que c'est beau. C'est que l'art unit les hommes derrière des croyances, des mythes qui sont qui permettent aux hommes de s'unir derrière des images mentales, derrière aussi des histoires qui ont en elles des codes moraux permettant de régulariser les relations sociales et d'éviter les conflits. Tu vois, donc tu as des histoires de bonnes femmes, elles vont te raconter des histoires de héros, souvent imaginaires, où tu sais, les mecs qui reviennent de la chasse, le bison il a pris le bison ou le roc, il est devenu 3 fois plus gros et il l'a tué d'une seule main, tout ça. Puis elle raconte ça aux enfants. Puis il y en a un qui est mort en défendant son copain. Donc ils expliquent lui c'est un héros parce qu'il a eu une attitude positive pour le groupe en sacrifiant. On a toujours besoin de héros qui se sacrifient pour le groupe. Ça permet d'avoir des espèces de kamikazes qui rendent l'attaque des autres hommes, par exemple, contre toi, pour le territoire et les femmes, difficile. Donc c'est le culte du héros qui est très bon. Les Polonais l'ont parce qu'ils sont coincés entre l'Allemagne, ils étaient coincés entre l'Allemagne protestante, un peuple dur et prédateur aussi, et le russe quand même qui est violent et orthodoxe. Et donc eux ils sont catholiques et c'est le sacrifice. Ils sont plus petits, donc ils ont généré un système de catholicisme de sacrificiel où il y a une espèce de culte du sacrifice de l'homme, un sacrifice christique dans le combat. Parce qu'ils savent inconsciemment, ils savent qu'ils peuvent pas gagner. C'est une façon à cet organisme polonais de dire, par exemple, le Christ, tout ça, le sacrifice christique, nous allons mourir en héros. C'est une façon de dire, on est plus faible que vous, les Russes et les Allemands. On est coincés entre deux ennemis, c'est-à-dire on fait des échanges énergétiques, bien sûr, mais deux puissances humaines qui sont aussi des concurrents génétiques derrière, tu vois, culturels et génétiques. Donc, on fait valoir ses intérêts en disant on est moins fort que vous, mais si vous voulez venir nous agresser, nous prendre notre territoire, les pertes sont tellement importantes pour vous que ce n'est pas valable de nous agresser même si vous nous battez.
Donc tu génères une espèce de culture du sacrifice autour du Christ. Mais en vérité, c'est pour faire valoir le groupe génétique polonais et ses gènes, tu vois. Et ça permet aux communautés de survivre avec cette espèce de sacrifice, tu vois. Alors chacun génère des systèmes culturels faits pour tenir. Je veux dire, la caste bourgeoise, elle va au théâtre. Elle va au théâtre, elle va voir et elle va écouter de la musique classique. Alors en Allemagne, le théâtre et le classique, c'est plus populaire. Mais en France, c'est quelque chose de très prout-prout, caste dominante, la bourgeoisie qui veut ressembler à la noblesse. Il n'y a plus trop de noblesse, mais la bourgeoisie. Donc on va au théâtre, on parle culture, on lit le dernier roman à la mode, on parle d'une certaine façon, comme ça, tu vois. Ça permet de garder l'énergie dans un groupe, tu vois, en ayant une culture commune qui coûte cher, qui permet de ne pas faire rentrer dans son groupe des éléments étrangers au groupe qui risqueraient d'affaiblir économiquement le groupe. Tu vois. Alors, d'un autre côté, ça permet au groupe de maintenir une énorme puissance économique à l'intérieur du groupe, hein, puisque ils sont fermés par une culture très dure d'accès, hein, culture classique, de la musique classique, culture du comportement, une façon de s'habiller, culture du golf, culture de l'équitation, culture des sports de rallye, des voitures, culture du théâtre, tu vois, culture de lecture de romans, ça prend du temps. Tout Mimile, qui est ouvrier chez Renault ou un syndicaliste de la SNCF, il n'a pas le temps de lire à la recherche du temps perdu. Quand tu dis à Marie-Françoise que tu as lu toute la recherche du temps perdu et que tu aimes tel passage, elle sait que tu es dans sa catégorie sociale et que si elle s'accouple avec toi, elle récupérera de l'énergie parce que tu fais partie de sa catégorie, donc il n'y a pas de perte énergétique. C'est des trucs énergétiques en vérité, tout simplement. Quand Charles Édouard emmène Marie-Chantal au théâtre, tu vois, c'est pour s'unir en vérité devant le théâtre dans une culture commune qui est difficilement accessible aux pauvres et qui permet de conserver l'énergie entre eux. Ce qui est un système de protection évolutif très efficace. Mais par contre, ça va générer en contrepartie une dégénérescence. Le bourgeois, le noble dégénère progressivement. Tu vois, entre le noble. Alors, moi, je prends le noble pour me marrer, le noble du Moyen-Âge, qui était un noble d'épée, qui avait sa place en étripant le voisin, en lui prenant sa seigneurie, et Marie-Chantal de Bourbon-Plantagenet, je sais pas, tu vois, j'invente un nom. Il y en a un qui était violent et viril, et puis l'autre, il est grand, maigre, complètement maniéré, tu sais, ça va plus. Tu vois, on sent qu'il y a une dégénérescence. Tu vois, ils sont plus sélectionnés sur la violence et la combativité. Ils sont sélectionnés sur la gestion d'un territoire calorique, qui est le territoire des esclaves qui gèrent, alors soit par leurs entreprises, soit par les serfs qu'ils avaient avant, qui étaient nobles sur leur territoire. Et après, la noblesse veut faire la même chose. Alors, ils se reconnaissent par une culture commune. Ils vont tous dans les grands restaurants, ils prennent une solmenière, ils prennent du champagne, comment ça s'appelle, un kir royal, ça coûte cher. Tu vois, alors que Mimile, il prend une bière. Tu vois, et au lieu de manger un hamburger, qui est des fois aussi bon qu'une solmenière, bah, il va prendre, lui, sa solmenière au beurre noir, tu vois, qui coûte 5 fois plus cher. C'est une histoire de se... Et il va l'aimer parce que ça lui rappelle aussi son papa, sa maman, sa famille, et tout ce qui est associé à des bons souvenirs culturels. Mais ça crée des isolations génétiques faites pour maintenir de l'énergie dans un groupe et le rendre puissant. Tu vois. Mais ça peut aussi générer des dégénérescences entre guillemets raciales, parce qu'il n'y a pas de race humaine, hein, on se mélange tous les uns les autres. Moussa peut très bien se reproduire avec Mokhtar, et Mokhtar peut très bien coucher avec Marie-Chantal. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passait. À un moment, elles étaient rebelles, les bourgeoises étaient rebelles, et elles couchaient avec Mokhtar, et au bout d'un moment, elles s'apercevaient que Mokhtar, ça marchait pas, tu vois, parce qu'il n'avait pas la même culture, et elles revenaient dans leur famille avec un petit métis, entre guillemets, tu vois, dans la famille bourgeoise. Et Mokhtar se retrouvait tout seul dans son coin. Est-ce que tu considères que la philosophie est plus un moyen de vaincre